Charte des valeurs oblige. Cette semaine à mise à jour, on s'interroge sur l'intégration des immigrants dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ainsi que certains aspects de la religion dans notre société. Notre premier invité est directeur général de la Corporation d'intégration du Saguenay, M. Serrera. M. Srin, bienvenue à Mise à jour. Bonjour. M. Srin, avant de parler de la corporation dont vous êtes le directeur général, j'aurais le goût de vous demander, vous êtes de quelle nationalité d'abord? Je suis d'origine cambodgienne. Cambodgienne. Vous êtes ici depuis quand? Je suis arrivé pour la première fois, c'était en janvier 2002. Donc directement du Cambodge, à titre étudiant. Puis, Alors, vous n'avez pas résidé à Montréal et après ça, venir ici, vous êtes directement arrivé ici. Au mois de janvier, ça ne doit pas être facile, par contre. Et non, pas du tout. C'était mon premier choc climatique. Pourquoi choisir le Saguenay-Lac-Saint-Jean? J'ai gagné une bourse du gouvernement, donc de l'ACDI, et justement, ça a été pour une maîtrise en linguistique et ça a été pour l'Université du Québec à Chicoutimi. Est-ce qu'il y a beaucoup de Cambodgiens dans la région? On n'est pas beaucoup, quelques. Ah oui? Oui. Bon. Corporation d'intégration du Saguenay, qu'est-ce que c'est? C'est un organisme à but non lucratif, par et pour personnes immigrantes, fondé en mai 2003, justement par les personnes immigrantes. Et la mission initiale était socio-culturelle. Au fur et à mesure, rendu à maintenant 2013, notre mission, c'est l'intégration socio-économique et socio-culturelle, ainsi que le rapprochement interculturel entre les communautés et surtout au sein du développement régional. Donc, c'est vraiment de faire en sorte que l'immigration soit un tremplin économique et démographique pour répondre aux besoins de notre région. Et quand vous dites par et pour, c'est parce que, contrairement, on connaît un organisme bien porte ouverte sur le lac où c'est l'organisation, c'est pas tenu par... c'est plutôt les gens de la région qui accueillent l'immigration. Là, dans le cas de votre organisation, c'est les gens issus de l'immigration qui tiennent les rênes de l'organisation? Initialement, ça a été fondé par un groupe de personnes immigrantes, plutôt réfugiées, en 2003. Et donc, ça a été vraiment un bébé d'un projet immigrant. Et avec le temps, donc, c'est devenu un organisme. Mais vous avez raison aussi, c'est que nous, on vise à impliquer beaucoup des personnes immigrantes pour accueillir le prochain. Donc, ça fait qu'on est majoritairement des personnes immigrantes qui travaillent au sein de l'organisation. Par contre, il y a des personnes québécoises. Il y a aussi sur le conseil d'administration, c'est majoritairement des personnes québécoises qui représentent différents milieux économiques, du milieu des affaires, du milieu juridique. Donc, c'est vraiment très diversifié. Au sein de mon équipe aussi, on est 7-8 nationalités différentes. J'aurais le goût de vous corriger quand vous dites qu'il y a des gens, qu'il y a des Québécois. Vous êtes Québécois, d'origine québécoise, on pourrait dire. Je suis Québécois issu de la diversité culturelle. Vous avez dit quelque chose d'intéressant. Il y a des immigrants d'origine, des réfugiés. Les réfugiés, quelle est la différence justement entre les réfugiés et les immigrants? Bien, les deux sont immigrants, mais oui. On peut penser que les réfugiés sont arrivés ici sous un prétexte différent que les autres. Effectivement, vous avez raison, ils sont arrivés justement avec un contexte très, très différent. Plus difficile sûrement. Effectivement. Donc, la région a reçu des personnes immigrantes de cette catégorie, réfugiés, demandeurs d'asile, jusqu'en 2009. Donc, et après ça, on voyait qu'il y avait quand même des défis importants au niveau de l'accueil et l'intégration. Ah ouais? Oui. Puis après ça, la région, donc ensemble, l'ensemble des acteurs ont décidé à partir de 2009, la région reçoit seulement des personnes immigrantes de catégorie économique. Ça veut dire que ce sont des immigrants sélectionnés par le gouvernement du Québec et du Canada à travers un processus de sélection. Parce que ceux qui étaient d'origine, ceux qui étaient des immigrants, comme on a dit, comme on vient, réfugiés, oui. Eux étaient envoyés un peu partout à travers le Canada, y compris la région, et leur intégration est plus difficile.
Oui, l'intégration était, ça a demandé beaucoup d'énergie parce que justement les enjeux n'étaient pas les mêmes aussi. Par exemple, ils ont plus de difficultés linguistiques, alors que les personnes de catégorie économique, alors ils se débrouillent super bien au niveau linguistique parce que c'est choisi par le gouvernement. Par le gouvernement. Oui, donc il y a tout un processus au niveau de diplomation, donc au niveau scolarité, au niveau des langues. Et là, on voit maintenant tout récemment avec le gouvernement québécois, le nouveau gouvernement a insisté encore, donc à Sur la augmenter. connaissance du français. Voilà. Donc déjà, le fait de parler bien français, le fait d'avoir un certain degré de scolarité, disons, assez élevé, donc ça facilite l'intégration à la société d'accueil ainsi que l'intégration à l'emploi. Donc, dans d'autres catégories, personnes réfugiées, alors avant de pouvoir s'intégrer dans le marché de l'emploi, ben, ça prend beaucoup de processus, donc la francisation, même jusqu'à des interventions psychologiques, parce qu'il y en a qui ont quitté la guerre, puis donc c'est quand même très particulier. Tout qu'un choc. Effectivement. Quand on arrive dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, comment est l'accueil? Très positif. Ouais. Moi-même, quand je suis arrivé, j'étais aussi impressionné par l'accueil et après quelques années, tombé en amour. J'ai eu quand même l'occasion de retourner dans mon pays, au Cambodge, après avoir fini ma bourse du gouvernement, fin 2004. Et après 3 semaines, je me suis sérieusement questionné. Ah, oui, pour le reste de ma vie, où est-ce que j'irai? Et je pense que ça a été le cas pour plusieurs personnes immigrantes. Donc, avant de quitter leur pays et avant de faire un choix pour Saguenay, ils se sont posé des questions vraiment sérieuses. Donc, c'est eux, ces personnes immigrantes-là, qui ont choisi notre région. Parce que quand ils sont arrivés au Québec, en général, ils atterrissent à Montréal. Mm-hmm. Et après ça, ils magasinent justement différentes régions. Alors, et après, ils choisissent, oh, moi, ça me tente d'aller à Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et Saguenay-Lac-Saint-Jean est attrayant, ou parce que, bon, je pense que la majorité, bien entendu, vont choisir la métropole, peut-être Québec, mais le Saguenay-Lac-Saint-Jean, est-ce que c'est un choix intéressant? Le choix est assez personnel à chacun. Il y a des personnes immigrantes dans leur pays, par exemple, ils vivent, disons, une petite ville ou un pays qui est plus tranquille. Donc, ça dépend aussi de l'arrière-plan. Ça fait qu'ils peuvent choisir le Saguenay pour la tranquillité d'esprit, alors, pour la sécurité aussi, parce que Saguenay est bien classé à l'échelle nationale comme une ville sécuritaire. Aussi pour l'environnement, il y a des immigrants, surtout les Français. Eux autres, ils aiment beaucoup la nature, donc ils choisissent Saguenay-Lac-Saint-Jean pour les montagnes, pour la nature. Et moi, je viens plutôt de Phnom Penh, donc qui est capitale du Cambodge, puis c'est quand même assez peuplé. Donc moi, je vise vraiment la qualité de vie, la sécurité, la santé, l'éducation, la chaleur humaine aussi. Ça fait que j'ai choisi Saguenay. Les différentes communautés, à quoi ça... Est-ce qu'il y a des communautés majoritaires qui viennent s'installer au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Vous dites tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de Cambodgiens. Est-ce qu'il y en a que c'est flagrant, comme il y en a plus? Oui, il y a plusieurs communautés, mais je dis communauté, mais ils ne vivent pas nécessairement en communauté. L'avantage d'être résident à Saguenay, dans la région Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est parce qu'on est un peu éparpillé partout. Donc, on est vraiment intégré, on est vraiment parmi les gens de la région. Au lieu de vous vivre, devez plus vous intégrer. Quand vous venez vivre au Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous devez plus vous intégrer que si vous étiez à Montréal, où je suis persuadé qu'il y a une communauté cambodgienne et où vous pourriez passer vos samedis soirs à parler votre langue natale. J'ai eu des commentaires de la part des personnes immigrantes qui ont quitté Saguenay et sont allés à Montréal. Et ils m'ont dit, c'est vrai, je m'ennuie justement de la chaleur qu'il a connue dans la région, parce que, tu sais, les fins de semaine, on s'en va dans différentes activités, puis on est accueilli par des familles québécoises. Donc, très intéressant. Oui, pour les repas, le temps de Noël, ça fait que là, c'est quelques amis qui sont arrivés à Montréal.
ils se sentent seuls. Ils vivent un peu dans l'isolement, mais dans cette multitude de personnes, ils se sentent un peu seuls. Charte des valeurs oblige, on parle beaucoup de religion, c'est ainsi. Est-ce que la pratique de la religion se fait convenablement chez la communauté immigrante au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Je ne vois pas de problématique jusqu'à maintenant au niveau de droit, au niveau de pratique. Donc, il y a un respect assez réciproque. Même si tout récemment, là, il y a eu ce geste isolé, mais ça reste isolé, c'est très spécial. Mais depuis que je sois ici, ça fait 11 ans, je n'ai jamais entendu, par exemple, des conflits de nature religieuse. Mais est-ce que vous avez entendu des gens qui sont un peu inquiets avec ce que l'on entend? Si jamais les propositions actuelles se traduisaient en projet de loi, est-ce qu'il y a des gens pour qui ça inquiète particulièrement? Je dirais que pour le cas de Saguenay, la question de la charte et la mise en application, ou si c'est adopté, je pense qu'on est un peu trop tôt pour dire ce serait quoi exactement l'impact. Je vous donne un exemple. La charte concerne plutôt des personnes qui travaillent dans les fonctions publiques, donc des personnes immigrantes, et plus précisément le port de voile. Si on regarde dans la région, à ma connaissance, il n'y a pas quelqu'un qui porte le voile puis qui travaille dans la fonction publique. On n'est pas encore rendu là. Donc, on est moins concerné, on est moins touché par la problématique ou les enjeux de la charte actuelle. En terminant, je m'en voudrais de passer sous silence le gala Bleuet Émérite qui sera qui est le 4 octobre prochain. En 30 secondes, vous pouvez nous résumer un peu c'est quoi? Oui, le gala Bleuet émergent va avoir lieu le 4 octobre à 19h30 à l'hôtel La Saguenayenne. Donc, c'est vraiment une soirée de remise de prix aux lauréats, donc immigrants, mais aussi québécois qui participent au développement de la région. Donc, c'est vraiment une toute première édition. Monsieur Srin, merci d'être passé à Mise à jour. Merci du travail que vous faites d'aider à l'intégration des gens d'ailleurs. Notre équipe de MaTV est allée sur le terrain d'ailleurs pour aller voir comment Monsieur Amou Abbas, un ingénieur à l'entreprise Proco d'Alma, s'intègre dans la communauté et dans son travail. Je m'appelle Samaïla Malamabou. J'habite à Alma au lac Saint-Jean depuis 4 ans avec ma conjointe et nouvellement mon petit garçon. Je suis ingénieur civil, je travaille chez Proco à Saint-Nazaire. Je viens du Niger, en Afrique de l'Ouest. Ma famille et moi sommes des musulmans pratiquants. J'ai postulé sur Internet, sur Emploi Québec, et on m'a appelé au lac. Donc pratiquement, je ne viens pas chercher au lac, principalement. C'est le lac qui m'a choisi. Mais tu peux mettre la table aussi ici, hein? Ça peut coller, elle est chaud. Ah, tu as pas amené quelque chose pour mettre en bas? La tourtière, c'est demain. Ils sont dans une immigration d'implantation. Ils sont venus pour s'installer, faire famille ici, travailler, faire des enfants, et des enfants qui deviennent québécois et donc qui vont rester ici. Il y a deux prières de l'islam, il y a un certain nombre de règles à respecter. Il y en a certaines pratiques, par exemple, recommander de manger la viande halal. On recommande la sagesse en islam, on recommande le pardon, on recommande en réalité tout ce qui est bien. En islam, c'est fortement recommandé. Ne pas faire mal à quelqu'un, ne pas l'insulter, ne pas... c'est-à-dire... même mentir, c'est interdit. Mentir. Tu le connaissais avant? Maintenant, tu connais qu'il est à verbal. L'islam, en réalité, par même son origine étymologique en arabe, ça veut dire paix. La paix, ça se cultive à tous les niveaux,
Le fait que tu rencontres ton prochain, tu lui dis assalamu alaikum. Ça veut dire que la paix soit avec toi. L'adaptation, par exemple, pour les prières, on ne pourra pas le faire les prières les 5 fois par jour, là, donc au moment prescrit. Là. Mais on le fait le soir, on le fait le matin et le soir, donc c'est une adaptation. Et à long terme, ça pourrait être intéressant d'avoir un cimetière musulman où, après avoir passé son temps ici, on puisse se conformer à sa religion comme on la pratique. L'autre point, on peut pas aller, on n'a pas un lieu de culte ici pour prier. Donc on l'adapte, on le fait chez nous. La viande halal, quand on l'a, on ramasse en quantité pour stocker un peu dans notre frigo congelé. Ça, c'est des adaptations par rapport à notre religion. Parce que les autres, ils se sont habitués à se rencontrer tout le temps. Bah oui. Quand il y aura des musulmans, plus de musulmans, on verra des mosquées, on verra des femmes voilées, mais dans le respect de la loi et dans le respect de l'espace public. On verra des cimetières, on verra des boucheries halal. Et là, ce sont des signes d'un islam qui se territorialise, d'un islam qui se québécise. C'était comme un pique-nique. On va partager un petit agapé ensemble, donc les repas ensemble. Et puis en tous. On est heureux, bien sûr. C'est les gens qui sont autour de nous qui sont heureux, qui nous rendent heureux. Et nous aussi, en retour aussi, on est heureux. Prochain invité, M. Fall, est professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi, titulaire de la chaire d'enseignement et de recherche interethnique et interculturelle. M. Fall, re-bienvenue à Mise à jour. C'est pas la première fois qu'on se rencontre. Merci, M. Tremblay. C'est un plaisir de vous revoir. M. Fall, vous êtes musulman. J'aurais le goût un peu de parler de cette religion qui... On en entend parler de l'âge comme ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de musulmans au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Oui, en fait, je crois qu'il y aurait un maximum de 400 musulmans au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et c'est une communauté qui s'organise de plus en plus. Et une communauté qui montre de plus en plus les signes de sa présence dans la région. Et particulièrement, cette communauté s'est donné une mosquée. Et ça, c'est assez rare, je pense. À l'extérieur de Québec et Montréal, des mosquées musulmanes, est-ce que c'est fréquent? Il y a des mosquées un peu partout. Hein. À Sherbrooke, il y en a. Si vous allez à Trois-Rivières, il y en a. Mais ici, quand même, la mosquée s'est mobilisée et on s'est donné... avant, c'était une salle de prière qui était dans un sous-sol. Alors là, les gens se sont mobilisés, ils ont cotisé, il y a eu des leaders qui se sont fortement engagés et on a acheté cet immeuble et en bas de cet immeuble, dont vous avez entendu parler, il y a... Oui, malheureusement. Voilà, exactement. Il y a cette mosquée qui est un lieu de rassemblement, de prière, une salle communautaire et également une salle, bien sûr, à l'intention du culte des musulmans, mais nous avons accueilli à quelques reprises des gens de la communauté qui n'étaient pas musulmans pour des activités sociales et des activités de sensibilisation et de rapprochement interculturel. Je vous parle de la religion musulmane parce qu'on sent qu'avec la question de la charte des valeurs, on dirait que c'est peut-être plus cette religion-là qui est visée. On parle beaucoup du voile et on parle d'égalité homme-femme et que on peut penser, en tout cas dans le discours populaire, que les femmes musulmanes sont obligées de porter le voile. Qu'est-ce que le Coran, parce que le Coran qui est un peu la Bible, qui est la forme de Bible musulmane, c'est quoi où est-ce que ça se situe vraiment? Est-ce que les femmes musulmanes sont obligées? Et est-ce que ça vous vient vous chercher quand on parle l'égalité homme-femme, c'est important chez les Québécois, mais est-ce que chez les musulmans, ça l'est aussi?
Écoutez, les religions, toutes les religions ont au départ eu un rapport difficile avec les femmes. C'est pas seulement l'islam. Regardez toutes les autres religions ont eu des rapports difficiles avec les femmes et la femme n'a pas eu la considération qu'il fallait dans toutes les religions. Alors, écoutez, ce qui est important à dire, c'est que le message des religions et surtout le message de l'islam est au départ un message d'égalité. Et que les religions sont les paroles de Dieu, dans notre cas la parole d'Allah, mais également les religions deviennent les affaires des hommes. Et ce sont les hommes qui portent ces messages. Et partout, dans toutes les religions, la parole divine a été portée par les hommes, et les hommes en ont fait ce qu'ils pensaient qui devait être à un certain moment donné. Et donc, il y a eu un télescopage entre le message divin, qui est un message d'ouverture, d'égalité, et des sociétés qui, à un certain moment donné, étaient dominées par les hommes. Et l'islam n'a pas échappé à cela. Et quand on regarde... Et la religion catholique non plus. La religion catholique non plus. Et toutes les autres religions. Mais quand on regarde l'islam, moi je crois qu'on est en train d'arrêter le mouvement de l'islam. Et que la parole d'Allah, telle qu'elle a été portée par le prophète Mohammed, était l'annonce d'un mouvement, d'une évolution. Et que si on regarde, par exemple, le rapport de la femme à l'homme, tel que dit dans le Coran et ensuite tel que porté par le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'à un certain moment donné, la femme, dans l'islam, avait un statut dégradant. Dans ces sociétés-là, quand un enfant naissait qui était une fille, on pouvait l'égorger, l'ensevelir, etc. Et ça, c'est pas seulement l'islam, on trouvait ça dans... Alors l'islam est venu, a dit non. La parole du prophète, la parole d'Allah, c'était non. Ensuite, il y a eu cette inégalité dans l'héritage. Au départ, la femme n'avait rien. L'islam est venu dire c'est injuste, donnons-lui une part. Alors, ce qu'il faut voir dans l'islam, c'est que c'était un mouvement, une évolution qui était proposée parce qu'il y avait la parole divine, mais également le prophète, il était porteur de la parole divine, mais également il était stratège. Il y avait des résistances, des cultures fortes, une société dominée par les hommes, et il fallait imposer cette religion dans la douceur. Alors, ce que dit l'islam et ce que propose l'islam, c'est une société d'égalité entre les hommes et les femmes. Ben, c'est intéressant. Je pose la question parce que il me semble que si des gens ont peur que, par exemple, la religion islamique dise, bon, ben, on a une mosquée, on est en train de... On prend de plus en plus de place. Avec ce que vous nous dites là, il n'y a personne ne devrait être inquiet, au contraire. Mais écoutez, c'est que je dis que l'islam est une religion et il y a ce que les hommes en font. Oui, c'est toujours ça le problème. L'islam est une religion, mais l'islam s'est inséré dans des cultures, des traditions. Mais est-ce que les hommes souhaitent dans l'islam que la femme porte le voile? Qu'est-ce que ça signifie, ce voile? Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est écrit dans le Coran qu'elle doit porter le voile? Et là, je vous le dis tout de suite, moi, j'ai aucun problème avec le voile, là, et je pense que peut-être qu'on va un peu trop loin dans la charte des valeurs. Mais j'essaie par mes questions aujourd'hui de tenter de comprendre où est l'importance de ce voile. Et il y a plein de femmes, on en a entendu parler, des femmes musulmanes qui disent, ben moi, si on m'empêche de porter mon voile dans la fonction publique, je quitte mon emploi. Qu'est-ce que vous dites à ça? Écoutez, il faut faire la distinction entre le prosélytisme et le témoignage. Le prosélytisme, c'est quoi? C'est imposer à quelqu'un quelque chose et vouloir imposer aux autres ce qu'on est, ce qu'on pense. Et il y a le témoignage. Alors, c'est tout simplement témoigner qu'on est musulman. Et il n'y a rien là-dedans qui soit œuvre de prosélytisme. C'est tout simplement dire que j'ai une spiritualité, j'ai une croyance et je montre cette croyance-là. Alors, je crois que ce qu'il faut faire, M. Tremblay, et qui n'a pas été fait, et moi, chaque fois que j'entends M. Drainville, pour lequel j'ai beaucoup de respect, et quand on l'a vu avec M. Bouchard, on a vu, et avec d'autres, à chaque fois qu'il est intervenu, on s'est rendu compte que M. Drainville n'était pas préparé. Il ne sait pas où il va.
Alors, je crois que ce qu'il faut faire, il faut faire une enquête chez celles qui se voilent. Si elles se voilent parce qu'on leur impose cela, il faut réagir. Si elles se voilent parce que c'est un choix volontairement, il faut respecter cela. Et l'État doit faire en sorte qu'on respecte cela. Alors, il y a quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Monsieur, quand les musulmans sont arrivés ici, et d'autres religions, le crucifix était à l'Assemblée nationale, qui est un signe, qui est l'espace que vous connaissez de notre démocratie, l'espace qui nous représente, l'espace où on discute des lois et de l'avenir de ce pays. Alors, le crucifix a toujours été là. Et pourtant, les groupes qui sont venus se sont dit, ne se sont jamais dit que parce que c'était là, le crucifix était là, et qu'ils portaient leur croyance ou leur tradition, ils ne se sont jamais dit que les gestes, les actions que vous allez poser, les gestes pour lesquels vous vous défendiez lorsque vous étiez là, c'est des gestes qui pouvaient être entachés de votre religion. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans une logique du soupçon. Alors, ceux qui arrivent, qui exhibent des signes de visibilité, ils sont taxés d'être antidémocratiques, ils sont taxés d'être partisans, alors que ceux qui avaient le crucifix derrière eux, ils étaient capables d'être logiques, d'être rationnels. Alors je pense que c'est une insulte, à mon avis, ce qui est en train de se faire, c'est une insulte à ceux qui viennent, parce qu'on les met dans une logique du soupçon. Ils sont soupçonnés d'être au départ antidémocratiques, envahissants, interrupteurs et en infraction avec la démocratie. En terminant, M. Fall, je trouve ça très intéressant ce que vous dites. En 30 secondes, dans la région, est-ce que vous sentez de la colère de la part des communautés ou voyez-vous beaucoup d'inquiétude? Incompréhension, parce que c'est pas ça ce qui se dit et ce qui est porté par la charte et ce qui est porté par certains extrémistes des deux côtés, c'est pas ce à quoi nous a habitué la région. Nous vivons ici en parfaite harmonie avec la région. C'est une région d'accueil et nous sommes extrêmement contents du sondage, du dernier sondage qui est sorti. Qui démontrait finalement que l'ouverture des régionaux à l'égard d'immigration était plus élevée qu'on aurait pu croire. Et également, les leaders se sont exprimés. Et également, nous avons quand même un leader que j'apprécie beaucoup et qui a été au cœur également du débat. C'est le professeur Gérard Bouchard, qui est un de chez nous et qui démontre ce qu'est la religion, bien sûr, un attachement à certaines valeurs, mais une grande ouverture démocratique et une grande ouverture à la diversité. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de péril en la demeure, il l'a dit. Et le Québec est en train de bien accueillir et de bien intégrer ces musulmans et ces autres communautés. Sur ces mots, M. Fall, merci beaucoup. Merci.